Bonjour et bienvenue, ravi de vous retrouver ce matin dans votre émission Bonjour d'Algérie. Ce matin, nous avons concocté donc pour vous une émission où nous parlerons tout d'abord donc de cosmétiques naturels. Donc ce sont des produits qui ont le vent en poupe en ce moment et nous recevrons une dame donc qui s'est spécialisée dans des produits dans les produits cosmétiques au naturel. Nous parlerons donc aussi du 6e festival international du couscous. Ça se déroule au Palais de la Culture et donc nous parlerons de ce festival qui a commencé hier et qui se poursuivra demain le 12 octobre, Inch'Allah. Nous parlerons aussi, donc nous reviendrons aussi avec l'attaché culturel de Palestine, c'est Ali Shkshek. Il viendra nous parler ce matin donc des événements tragiques qui se déroulent en Palestine. Et nous resterons toujours donc dans la cause palestinienne. Nous aurons le plaisir donc de recevoir un BDiste, une BD qui a été on va dire, qui est parue donc en 2015. Nous reviendrons donc sur le contenu de cette BD qui s'appelle Free Lestine. On vous dira tout à l'heure. Voilà donc pour ce matin. Et bien entendu, on commence toujours par le point météo avec Mina Abed. Bonjour Mina. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va. Alhamdulillah. Alors, quel temps il va faire ce matin? Je pense qu'on va le découvrir juste après le jingle. Très bien. موبيليس تقدم لكم الأحوال الجوية. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Mina Abed. Alors, le ciel sera bleu en parlant de couleur? Bleu, oui. Oui, bleu. Plutôt oui. bleu. Ouais. Alors, donne-nous quel temps il va faire ce matin. On va le découvrir tout de suite. Rebonjour à tous. Et excellent réveil de la brume ce matin sur l'ensemble des régions côtières, notamment à l'ouest, au centre et à l'est du pays. Et puis le ciel restera toujours dégagé sur l'ensemble des régions côtières, dégagé un peu nuageux vers les régions intérieures. Ça sera un petit peu la même chose vers l'extrême sud, le long des frontières algéro-maliennes. Le Hogar et le Tassili avec de fréquents soulèvements de sable. Les températures de cet après-midi, on notera sur la moitié nord des températures qui vont varier entre 20 et 30 degrés. Vers les régions intérieures, on notera des températures plutôt agréables, des températures qui vont varier également entre 30 et 29 degrés. Vers les régions sahariennes, on notera 30 degrés, Bachar, Ghardaya, 33 degrés, à Hassim Saoud, 34 degrés, à Ilizi, on notera 35 degrés à Adrar, 36 à In-Salah et enfin 40 degrés. Ce sera la maximale pour l'extrême sud. On passe tout de suite à l'état de la mer pour cet après-midi. On notera une mer plutôt calme sur l'ensemble des régions côtières avec des vents entre 10 et 20 km/h vers les côtes ouest et est et entre 10 et 30 km/h sur la partie centre. On passe tout de suite à l'Afrique du Sud pour cette journée, beaucoup de soleil du côté de Nairobi, Addis Abeba ou encore Kinshasa, des pluies à Abidjan ainsi qu'à Abuja. Et puis côté température, on notera 28 degrés à Abidjan, 34 degrés à Kinshasa, 24 à Addis Abeba et enfin 28 degrés à Nairobi. Encore une fois, excellente matinée et à tout à l'heure. موبيليس قدمت لكم الأحوال الجوية. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Mina, merci beaucoup. Merci. Voilà, donc un week-end aussi, j'imagine, qui se profile avec un beau soleil. Exactement. Très bien. Temps idéal pour aller encore se baigner, profiter pour encore. aller encore se baigner, exactement. Pourquoi pas. Merci beaucoup, Mina. Merci. À demain, Inch'Allah. Inch'Allah. Voilà, et moi, je vous propose d'apprécier un morceau.
des parfums très, on va dire, très agréables. Et c'est tout simplement parce que Selima Chiradou nous a rejoint. Bonjour. Bonjour. Avec tous vos produits. Merci beaucoup. Bonjour, Bonjour tout le et monde bienvenue. Bonjour, chers téléspectateurs. Et Aïchek, Et donc, je vous remercie pour l'invitation. on est ravis de vous recevoir. Donc, Selima Chiradou. Oui. On va commencer d'abord par parler un petit peu de votre parcours. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est comment vous avez atterri, comment vous êtes tombé dans la soupe, si on peut dire ça comme ça. D'accord. Donc, bon, tout d'abord, je dirais que moi, j'étais dans un tout autre domaine. Et après une reconversion vers le domaine de la beauté. Donc, et j'ai travaillé pendant quelques années et j'avais développé au fait autant que praticienne, j'avais développé une petite allergie cutanée. Donc c'était de l'eczéma et je voulais je voulais un savon au soufre normal parce que c'est bon, c'est pour l'eczéma. Et je suis tombée par hasard sur la chambre d'artisanat avec une formation, voilà. En cosmétologie naturelle. En fait, c'était juste pour les savons au départ. D'accord. Et j'avais fait cette formation-là et je suis tombée amoureuse de la technique, je ne vous le cache pas. Et j'ai commencé à offrir les savons, soit pour mes clientes, soit pour... Vous avez commencé à fabriquer vous-même, on va dire, voilà, une petite quantité personnelle et pour les amis, la famille. Ça a commencé comme ça. Ça a commencé comme ça. Après, il y a eu une redemande. Donc, c'est comme ça que je me suis décidée à fabriquer une gamme. Pourquoi Donc vous avez pas commencé d'abord par les savons et savons. petit à petit vous avez élargi. Voilà. Ensuite, c'était Sabonzel. C'est une formation aussi à part. Un très très beau savon, Voilà. donc connu depuis, on va dire, depuis la nuit des temps. Voilà. Donc ça a toujours été un élément incontournable du hammam, quand on part au hammam. Donc ça a été, on va dire, l'un des premiers savons. Et en même temps aussi, donc ces bienfaits sont reconnus jusqu'à aujourd'hui. Exactement. Voilà, donc en fait, il y a plusieurs techniques aussi de fabriquer le savon Ta'al. On l'appelle sabon Mselmen aussi dans l'algérois, dans le Gharb c'est sabon Bildi. Bon, par exemple, celui que je propose là, il est au curcuma, donc il y a plusieurs dérivés. Il est à base d'huile de grignon d'olive. D'accord. Donc le grignon d'olive, il a beaucoup de vertus, il a beaucoup d'acides gras et c'est très très bon pour la peau. Il ne décape pas uniquement, donc il décape en même temps, il surgraisse la peau. Donc c'est très très bon pour nos pores et pour notre sébum qui nous protège. Oui. Voilà. Par la suite, bien sûr, j'avais fait la cosmétologie au départ conventionnelle. Et par la suite, j'ai quand même essayé d'avoir ma propre touche. Et je me suis dit, pourquoi pas dans le bio? Allez, il faut le faire. Et je me suis aussi formée dans la cosmétologie naturelle. Alors, donc, vous nous avez ramené vraiment une gamme très très large de produits. Donc, ça passe du savon solide, le savon, on va dire liquide aussi. Oui. Puisque, quelle est donc la différence des savons que vous préparez? Donc, il y a à froid, à chaud, il y a une différence donc, entre ces savons? Alors, je vais essayer de... En fait, il y a quelques trucs qui m'intriguent. Alors, on va commencer. Des savons qui sont très très mous parce qu'ils sortent parce que ils ont été faits hier. Hein. D'accord. Donc ils n'ont pas encore eu le temps de sécher. On sait très bien qu'il leur faut à peu près un mois de séchage. Voilà. Effectivement, c'est vrai qu'ils sont encore mous. Là, c'est au miel et curcuma. Et l'autre, c'est à l'oliban, l'obandaka, ce que vous voyez là-bas. Et celui-là, il est à l'ortie. Celui-là à la lavande. Et bien sûr au lait de chèvre. Ils sont tous faits au lait de chèvre. D'accord. Pourquoi du lait de chèvre en parlant de ce produit-là? Alors, je parlerai d'abord de la technique, s'il vous plaît. Donc, c'est une technique. Moi, j'ai adopté la technique de fabrication à la méthode à froid, justement pour garder toutes les vertus des huiles qu'on utilise et des beurres. J'utilise pas de palme, ça c'est très très important. Et les huiles essentielles aussi. Donc on travaille avec des artisans et tout. Et l'huile d'olive. Donc ça vient de chez nous. C'est la base, on va dire que c'est la base de beaucoup de vos produits. Exact, c'est la base de beaucoup de produits. Voilà, surtout pour les savons. D'accord. Voilà. Et pour l'huile d'olive, vous choisissez de l'huile extra vierge, bien sûr. Bien entendu, j'imagine aussi que vous avez des artisans bien précis où vous pouvez, on va dire qu'il y a une traçabilité de la cueillette jusqu'à la presse. Voilà. Très bien. Donc donc la méthode, j'ai dit que c'était une méthode à froid. J'ai oublié la question, pardon.
Donc, je vous ai posé la question, je vous ai dit quelle est la différence entre, entre les méthodes. deux. Donc, il y a la méthode à chaud, ou bien on l'appelle la méthode au chaudron. Donc, on les connaît tous, c'est comme le savon de Marseille, le savon d'Alep. Ça, c'est, bien sûr, ça date depuis... ils sont faits à chaud, au fait, toujours à l'huile d'olive. Mais sinon, pour les meilleures vertus, c'est les savons en général à froid. Même le savon à chaud, il a ses vertus, mais c'est-à-dire il est utilisable tout de suite. Celui-là, comme vous avez dit tout à l'heure, il faut attendre de 4 à 8 semaines pour pouvoir l'utiliser. Il y a autre chose, il y a le savon de Castille dur, qui a un temps de cure de 9 à 12 mois. Ah, très bien. Il y a un autre savon, il est à 100% huile d'olive. C'est comme vous voyez celui-là, liquide, c'est un savon de Castille. Alors ça, c'est le savon de Castille. Voilà, ça c'est le savon de Castille liquide. D'accord, c'est quoi, c'est composé exact? C'est juste de l'huile d'olive et des huiles essentielles. Ça sent les herbes, donc les gens qui ont l'habitude des parfums synthétiques ne vont pas aimer. D'accord, mais ça va, c'est pas mon cas, moi j'aime tout ce qui est traditionnel. Mais quand on l'utilise sur la peau, parce qu'en fait, il est glycériné aussi. Donc, il faut voir comment il est doux sur la peau. Il est bon pour les peaux atopiques, préconisé aussi par les dermatologues pour tous les problèmes, eczéma, champignons, etc. Donc, on se lave tout avec, les cheveux. Ah, très bien. Voilà, ça, c'est très, très intéressant parce qu'il faut savoir que en ce moment, vraiment, il y a un regain d'intérêt à tout ce qui est déjà produits naturels, qu'il n'y ait pas des agences chimiques donc, qui agressent. Et en même temps aussi, donc, c'est plus intéressant donc, d'avoir le shampoing et on va dire le gel aussi, que ça soit un seul flacon. Un seul flacon, c'est suffisant. Donc, juste pour les cheveux, il faut mettre du vinaigre après pour stabiliser le pH. D'accord. Voilà, c'est comme faisaient nos grands-mères. Exactement, c'est ce que j'allais vous dire. Pour les cheveux. Oui. Et elles en fait, ça donne un petit côté un peu terne. C'est vrai que c'est un petit. Mais pour la brillance, moi, pour elle, c'est juste pour la brillance, mais au fait, ça stabilise le pH, le vinaigre. D'accord. Donc rien n'était fait au hasard. Rien n'a été fait au hasard. Donc vous utilisez, alors on peut voir là beaucoup d'herbes, des herbes aromatiques aussi. Oui. Donc vous les intégrez dans vos produits. Il y a des plantes médicinales. Et bien sûr, on connaît chaque vertu de chaque plante. Et chaque plante, elle a une utilisation qui est adéquate pour la peau. Voilà. Et bien sûr, en ajoutant le lait de chèvre, ça c'est un plus. Donc le lait de chèvre, donc déjà il est bon pour plus de 90% de problèmes de peau. C'est un régénérateur de cellules, c'est un anti-vieillissement, il est excellent. Donc voilà. Et donc vous l'utilisez que dans les savons ou que dans les savons. Donc le lait de chèvre uniquement pour les savons. Oui. Très bien. Voilà. Donc d'autres produits ici, donc vous avez dit que vous aviez commencé par le savon et donc petit à petit vous avez un petit peu élargi votre gamme. À chaque fois un peu, vous mettiez un pas de plus. Et comment ça se faisait dites-nous un petit peu. Donc d'abord vous testiez sur vous-même. Alors tout d'abord les expositions servent à ça. Donc, et puis il y a aussi la chambre d'artisanat qui nous accompagne. Donc à chaque fois il y a des formations. Donc on se dit, allez, pourquoi pas, on a encore une formation, on va voir, il y a d'autres formations que j'ai fait. Et arriver, c'est-à-dire quand on expose, il y a des clientes qui viennent, ah, vous n'avez pas ceci, vous n'avez pas ce que je peux trouver. D'accord, donc la demande, vous met, on va dire, l'idée en tête. Voilà. Par la suite, donc, quand on parle d'hygiène corporelle, c'est bien d'avoir aussi un gommage corporel. Tout à fait. Voilà, c'est bien aussi d'avoir un déodorant qui ne nuit pas à la santé, qui n'est pas cancérigène, donc c'est important. Et c'est un déodorant vraiment excellent. Donc là, vous avez, et c'est des déodorants qui sont fabriqués à base de quoi? Naturellement. Donc c'est du karité, jojoba, beurre de karité, jojoba, coco, oxyde de zinc et de l'argile. D'accord. Même la bicarbonate, je ne la mets pas, moi. Donc, je vous ai donné la recette. Ah, mais après, il y a la touche personnelle, après, il y a le dosage. C'est vraiment toute une chimie qui se fait pour obtenir tous ces produits. Donc, vous avez aussi donc, les brumes aussi? Oui, les brumes pour le corps et cheveux. Bon, j'en ai pas ici. Les démaquillants, les brumes. Ben, c'est bon maintenant. C'est des antibactériens. En même temps, ça sent bon. Donc, on met sur les coussins, sur les tentures. Et ça sent bon, on a une certaine fraîcheur et ça fait propre.
Et en même temps, c'est Voilà. des huiles essentielles et on sait très Exactement. bien Voilà. l'impact qu'a les huiles Voilà. essentielles, déjà même sur l'humeur. Dernièrement, on dit Bah que ça peut changer l'humeur, ça peut donner du tonus. Certains parfums nous donnent, on va dire, créent des émotions en nous. Voilà. Très bien. Vous avez participé aussi donc dernièrement au Salon international du tourisme. Oui. Très bien. Racontez-nous un petit peu cette expérience, comment ça s'est passé. Bon, alors au départ, elle n'était pas bien. Bon, je vous cache pas. Bon, mais sinon, bon, je trouve que j'ai eu beaucoup de contacts avec les maisons, enfin les gens qui proposent des maisons d'hôtes. Des maisons d'hôtes, Voilà, oui. des Donc maisons d'hôtes c'est et tout. une activité qui est vraiment Voilà. en vogue en ce moment. Les hôtels aussi, donc ils ont vu, ils étaient quelque part émerveillés et tout. Donc ils m'ont même demandé de participer et d'exposer sur leur espace. Mhm. Et je trouve que c'est bien. Oui, c'est une très très belle initiative. Voilà. Donc pourquoi ne pas joindre tout ce savoir-faire Parce que ça s'accompagne le tourisme et tout à fait. l'artisanat. Donc Effectivement, donc ça peut avoir va un de tourisme pair. Hein. artisanal. Ça va de pair. Si Voilà. on fait un voyage, c'est clair qu'après, ce qu'on retient, ce sont déjà les saveurs et même aussi donc les senteurs, les produits aussi s'imprègnent dans l'esprit. Ouais, bah oui. En général, quand on utilise un produit, il y a eu même une visite, je me rappelle, une dame qui est passée, elle a juste touché, comme ça, elle est partie, elle n'était pas intéressée. Bon, elle est revenue 3 heures après. Donc elle vient, elle me dit, il y a toujours l'odeur. Qui est c'est tenace. quoi? Parce que l'huile essentielle aussi, elle est tenace, comme vous dites. Mhm. Donc elle a dit, c'est un parfum elle sentait que c'était pas synthétique en fait. Mhm. Donc elle est revenue, elle en a acheté, c'est bien. Donc, ça attire les Voilà, huiles tout à essentielles. fait, Voilà. effectivement. Donc, vous pouvez encore nous parler donc de la gamme. Donc, on a parlé, vous avez donc les brumes, la différence entre les savons durs et les savons liquides. Mhm. Donc aussi des produits de beauté pour, on va dire pour le visage aussi pour le corps. Voilà. Donc, je vais dire que sur la gamme, c'est un rituel. On commence par un savon. Il faut toujours avoir une brume telle que l'eau de rose ou bien l'eau d'amamélis et tout, c'est bon. Ça, c'est un rituel qu'une femme doit faire chaque matin et chaque soir. D'accord. Bien sûr, on a besoin d'une crème hydratante. Qui soit anti-rides, c'est tant mieux. Bien entendu. Voilà, moi, par C'est exemple, ma clair. crème, elle est toujours à l'oliban. C'est un collagène naturel, c'est l'Uban Dakar. Donc, bien sûr, il y a des huiles nobles dedans, telles que l'argan, il y a de l'avocat, il y a du nigel et tout. Il y a un contour des yeux qui est bon aussi pour les pas de doigts, les rides qu'on a ici. Donc, et c'est bon aussi pour dégonfler les rides qu'on utilise froid. Il y a les crèmes pour les mains, pour les pieds. Mais je dirais que la crème pour les pieds, elle est bonne aussi pour le psoriasis parce qu'elle est faite à l'urée et est dosée à 10%. Et j'utilise toujours coco, karité, ça c'est pour les pieds et trucs. Et il y a de l'aloe vera. Et la provitamine B5, vitamine E, elle est bien sûr en dosage bien prescrit. Elle est présente un peu partout. Voilà. Très bien. Voilà. Et je voulais ajouter un truc, que le savon à froid, au fait, une des vertus qui est les gens ne savent pas, au fait, pourquoi on le laisse en cure comme un fromage pendant quelques temps? C'est pour faire sortir toute son eau et aussi, au fait, le NaOH va se transformer en glycérine. Donc il est très glycériné naturellement. Il va fabriquer sa propre glycérine et quand vous vous lavez, vous n'avez pas cette sensation Oui, asséché, comme quoi Non, la non, peau non, est pas du asséchée, tout, ça tire un peu. parce que vous êtes protégé toute la journée par un film de glycérine, au fait. Très bien, Voilà. d'accord. Donc on va dire limite, on n'aurait presque pas besoin de Voilà, donc crème. quelqu'un moi je ne dis pas qu'il ne faut pas s'hydrater, c'est bien de s'hydrater et de mettre une eau de rose par la suite, mais si vous n'avez pas le temps, il y a des gens qui déjà vous êtes hydraté, surtout en hiver, c'est très très bon. C'est très important, c'est vrai Voilà. que l'agression, le visage est le premier, on va dire, Voilà. à être agressé, que ce soit par le froid ou même pendant l'été, donc surtout que nos étés sont très longs, donc beaucoup de soleil aussi. Oui. Donc vous avez des crèmes ou des masques Oui, pour, j'en ai pas ici, mais j'ai des masques, des gommages, et j'en fabrique aussi selon la demande aussi ou bien la commande. Il y a des femmes qui ne supportent tel ou tel produit, qui font des allergies à tel ou tel produit. Donc elles demandent des huiles spécifiques qui s'y connaissent. Vous savez, là maintenant avec tout ce qui est
tous les sites là, internationaux qui existent Oui. pour vendre de la matière première en fait, naturelle, bio. Donc, vous pouvez commander juste votre, On va dire la quantité juste la dont quantité qu'il on a vous faut. besoin. Vous avez un manuel et vous allez fabriquer votre crème toute seule. Donc, c'est déjà donc ça a révolutionné un petit peu la fabrication du cosmétique et qui soit maison. Oui. Voilà. En fait, vraiment, on voit l'intérêt donc des femmes et même des hommes, hein, Oui, même les hommes. des mamans aussi. Oui, même les hommes s'y mettent. Les mamans aussi ne veulent plus utiliser tout ce qui est tout ce qui est produits chimiques. On sait très bien qu'il y a eu énormément donc de produits où il y avait certaines substances qui ont été retirées, qui sont maintenant, on va dire, des années plus tard, qu'on découvre qu'elles sont néfastes. Qu'elles sont néfastes. Donc il y a vraiment ce regain d'intérêt pour tous ces produits. Je voulais vous parler donc des huiles essentielles. Quelles sont les huiles essentielles que vous retrouvez le plus facilement, puisqu'on sait très bien qu'il y a énormément de producteurs en ce moment d'huiles essentielles. On en trouve un peu de tout, c'est selon notre poche aussi, hein, donc ça coûte très très cher. C'est clair, c'est clair. Voilà. Oui. Moi par exemple, mes savons auparavant, ils étaient dosés à 2%. Mais là maintenant, j'en peux plus. Je les fais à 1%. On en trouve un peu de tout, c'est-à-dire l'huile essentielle de cannelle, de lavande vraie, elle est super pour la peau, la sauge clarée, ce que j'utilise. Donc toutes ces huiles essentielles, vous les trouvez J'utilise beaucoup la hatarcha, comment on l'appelle la hatarcha. Attendez, Voilà. Je l'ai sur le bout de la langue. le géranium d'Égypte. Voilà, exactement, Voilà, le géranium. la menthe poivrée aussi, je l'utilise dans dans quelques prétaux. Mais bien sûr, les huiles essentielles, il faut y aller mollo et connaître le dosage. Le dosage, Il faut dire aussi aux clients, parce que les femmes enceintes et les enfants moins de 7 ans, donc il faut faire attention. Voilà. Donc c'est pour ça que dans la gamme, j'ai intégré des produits qui sont bien spéciaux pour voilà, donc pour où femmes le dosage enceintes, est très faible de façon à ce que Voilà. qu'il n'y ait pas de risque d'allergie. Exactement. Très bien. Donc, allez, je vais vous demander quels sont les prochains produits dont vous rêvez, parce que je suis sûre que le soir, quand vous mettez la tête, vous dites qu'est-ce que je vais faire. Voilà, exactement. Oui. Déjà, chaque changement de saison, on n'a pas de routine. En fait, c'est ce qui est C'est bien. ça qui est agréable. Chaque tout à fait. changement de saison, on a un nouveau produit. Ah, top, il y a un produit. Moi, ce que j'aimerais réellement, c'est faire une gamme avec un seul produit. Bien, une seule plante. Donc une gamme avec un seul produit, donc Une du seule début plante. jusqu'à la fin. Voilà. Et mais- laquelle serait laquelle ça serait? Je sais pas, j'aime beaucoup le calendula, moi. C'est une plante médicinale qui est très agréable pour la peau, vraiment. Même vous, vous pouvez faire une macération à la maison avec une huile, bien sûr, soit huile d'olive ou bien. Et c'est très très bon pour tout, en fait, en l'utilisant. Le calendula, moi, je trouve que c'est une plante merveilleuse. Très bien, très bien. Alors, je vous souhaite une bonne Merci continuation beaucoup. donc, Merci dans la beaucoup. préparation de cette gamme de produits avec le Merci. calendula. Oui, Voilà. j'aimerais bien. On essaiera, on vous en donnera des Inch'Allah. nouvelles quand il sera là. Inch'Allah, Très bien. Inch'Allah. Alors, merci beaucoup d'avoir été là, d'avoir participé donc à notre émission Bonjour d'Algérie. On est ravis de voir tous ces efforts et tout ce savoir-faire que vous mettez, cette passion que vous mettez dans vos produits. Et moi aussi, je vous remercie beaucoup pour votre intérêt pour l'artisanat et de mettre comme ça l'objectif sur le travail manuel et artisanal. Je trouve que c'est génial. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Merci Aïchek beaucoup. Salima Cheradou. Merci d'avoir Et été là merci. parmi nous ce matin. Merci. Et donc notre émission continue. Je vous propose d'écouter
aussi celui de Rassim en 1915. Et il y a passé Alger de l'époque va demeurer tout au long de son œuvre, tout au long de sa vie, tout au long de sa carrière, même pendant les années parisiennes. Enfin, de la toile sur chevalet et maintenant face à face avec la toile de Monsieur Temmem. J'ai l'impression qu'au fond, quand on voit l'œuvre, on reconnaît le peintre parce qu'il avait une sensibilité, un raffinement qu'on retrouve dans sa toile. La toile Donc, pendant ce temps-là, m'a rejoint mon invité, donc Mahjoub Aouidet. Bonjour. Bonjour. On va juste rappeler que c'était un portrait de Mohamed Temmem, donc artiste plasticien. C'était un sujet signé Sophia Chouben. Et donc, notre émission continue. Nous avons donc le plaisir de recevoir Mahjoub Aouidet. Bonjour. Bonjour. Donc, alias Ivan Carlo. Voilà. Je vais me présenter. Je m'appelle Mahjoub Aouidet, alias connu sous le nom de Ivan Carlo. Je suis le vice-président général du WAMS World Association Masterchef, المنظمة العالمية لكبار الطهاة. J'ai l'honneur d'être invité comme président du jury pour le festival du couscous international, la 6e édition, par l'adorable Shahra. Très bien, donc un événement majeur donc, qui se déroule sur 3 jours, donc du Oui. 11, 12 et le 13. 13, oui. D'accord, donc parlez-nous déjà un petit peu donc, de ce festival international du couscous. Vraiment, honnêtement, hein, Oui. j'étais surpris par l'excellente organisation. J'étais surpris par votre pays. C'est la deuxième fois que je visite l'Algérie. Honnêtement, Marhaba bek. Obek, vous êtes top. Bah, ça nous fait plaisir, Oui. nous sommes très heureux de merci vous bien. accueillir. Oui, merci bien. Je suis là comme président de la jury du concours. Hier, c'était pour la présentation du festival. Aujourd'hui, ça commence les étapes éliminatoires. Et demain, Inch'Allah, les résultats finaux. Donc, est-ce que ce sont que des professionnels ou place aussi Non, hier, c'était composé. On va voir le patrimoine culinaire algérien, le traditionnel patrimoine. Et comme ça, vous pouvez promouvoir votre patrimoine. Hier, j'ai vécu
des choses excellentes. J'ai pas connu que vous avez une centaine ou plus que 150 sortes de couscous. Même il y a du couscous à base des plantes. Oui, tout à fait. C'est vrai que les variétés de couscous sont énormes d'une région à l'autre de l'Algérie et des fois on peut faire le tour et ne pas goûter à tous les couscous. Et encore, j'étais surpris par le nom Tam. Je connais le couscous et le couscous, mais ils m'ont donné, ça vous plaît le Tam? Le Tam, c'est nous, c'est la nourriture en Tunisie. Oui, en général. Donc en général, oui, ça se se passe. Mais je dis, c'est quoi? Il m'a dit Tam. Quel Tam? Oh bon, sur le couscous. D'accord, en parlant du couscous, Oui. c'est vrai que dans certaines régions, on parle en parlant du couscous. Et pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un plat qui est complet, c'est un plat qui accompagne toutes les festivités, tous les moments heureux. Oui, les grands événements, oui. Accompagne tous les grands événements. Les mariages, les décès, les célébrations, partout. Hein. Comme si ailleurs, comme chez nous. Hein. Le même. C'est les mêmes traditions. Oui, la même tradition en Tunisie, en Algérie. Hein. Très bien, très bien. Donc, parlez-nous un petit peu de comment ça s'est déroulé. Il y avait combien donc de participants à de participants, il va être 32 participants. Les concours éliminatoires vont commencer aujourd'hui à 10h. Très bien. Jusqu'à demain. Demain, ce sera le final. Et comme ça, on va voir les gagnants de cette édition du couscous international. Donc, est-ce qu'il n'y avait que des professionnels ou il y avait on va dire, des gens qui étaient amateurs Non, il y a des amateurs et des professionnels. C'est open competition, compétition ouverte pour tout. D'accord. Qui veut participer, il a le droit de participer. D'accord. Oui, il y avait des participants de plusieurs régions d'Algérie. Est-ce qu'il y avait des régions différentes d'Algérie dans ce concours? J'imagine que oui. Oui, partout il y a du sud. Je ne connais pas même les gouvernorats d'Objet et de Skik. Partout, j'ai bien entendu ces noms. Oui, il y a partout. Toutes les régions participent à cet événement. Effectivement. Donc, chaque couscous, comme vous avez pu le voir, donc, vraiment est différent. Il s'adapte à la nature du climat, à la région. Comme on peut savoir que toutes les régions côtières d'Algérie, généralement, ils ont la spécialité du couscous avec le poisson. Fruits de mer. Oui, fruits de mer aussi. Fruits de mer. Voilà. Et couscous à base de viande, du poulet, des moutons, avec des légumes. Couscous, on dirait qu'un couscous bio avec le balout. Moi, j'étais surpris. Hein. Couscous à base des plantes. Très bien. Et donc, nous avons ce matin parmi nous une participante à ce concours. Bonjour. Bonjour. Donc, Hakima Djed. Bonjour. Bonjour. Donc, avec le maestro, exactement. Le maestro Tana, marhaba bik. Alors, dites-moi comment il est. Il est sévère au niveau de... Très... sévère, oui. J'en suis certaine. Il faut être honnête. Avec soi, avant tout. Hein. Tout à fait. Tout à fait. Ouais. Donc, marhaba bik. Donc, merci. Vous êtes... Vas-y. Traiteur Hakima Djadi. Oui, vous avez participé donc hier. Qu'est-ce que vous avez préparé? Le couscous toujours. Bien sûr, le couscous. Juste couscous algérois. D'accord. أنا شاركت الكسكس مرقة بيضاء وي. Très bien. بالخضرة يتو. واش من الخضرة؟ qu'est-ce que vous avez? الزرودية واللفت واللفت والقرعة. اللفت والقرعة. D'accord. Donc le classique. Le classique يعطيك الصحة. ما حبيتش نخرج من le couscous algérois. Le plat traditionnel. Il est excellent. Honnêtement, c'est vrai que c'est le goût et la délicatesse de l'avoir, de l'avaler. Mais tu te sens bien, hein? Peut-être que c'est quelque chose d'exceptionnel. Ouais. Effectivement, c'est vrai. صح طعم تفرق من ولايه لولايه ثاني ما تنساش. كل ولايه وعندها لا ماتير لا كاليتي تاعها تاع الكسكس. كاين يديروه رقيق، كاين يديروه موين، كاين يديروه خشين. كل صافي يتفرق هنايا من ولايه لولايه، الغرب والشرق والوسط ماشي كيف. ماشي كيف. حنا الطعام تاع الجي اون فادير كو الجي بيدا اوسي كاع فادير يجي موين. تاع الشرق يجي بزاف رقيق. قولي لنا واش من لي زيبيس درتي له؟
شوفي انا لي زيبيس ديما نهرب منهم ما نكذبش عليك. Très bien. Alors on est deux, je suis d'accord avec vous. نحب القرفه فوالا القرفه والفلفل الكحل. ما نكتبش بيو بيو فوالا. D'accord. قولي لنا مفتول باليد ou non? Est-ce qu'il a été roulé à la main? Voilà. Toute la différence, toute on va dire le magie artisanal. Donc c'est roulé à la main, qui m'a يقولوا تصيروا. C'est très très important. Et là, ils sont en train de se reposer, de fermenter. Voilà, de sécher aussi à l'air libre, donc on le fait sécher. اليد ما يخدعكش. ما تعرفيش تخدميه يجيك بيان. ما ماكش موافق تخدمه يجيك شباب. Voilà, c'est ça la différence. C'est tout un art effectivement. يعني كيما يقولوا كيطيبوا طعام سي توت ان ار عنده كيما يقولوا القانون نتاعو عنده قانون اللي يندار كيما يقولوا بالغنمي واللي يندار بالبقري. C'est tout à fait différent. Par exemple, chaque viande aura des légumes particuliers qui accompagneront ce plat. Il y a une astuce. C'est pas le couscous. C'est l'ingrédient principal que vous avez. Si vous faites un couscous à base de fruits de mer, le couscous sera aromatisé automatiquement avec le goût de la mer. Si avec l'agneau, automatiquement avec l'agneau, du veau ou du poulet, c'est veau, la base. C'est la base, oui. Le couscous, c'est le principal élément de la nourriture. D'autres ingrédients, c'est comme les garnitures, ou des poissons, des calamars, des crevettes ou n'importe quoi. Ça cache un goût. Et il y a aussi un détail, vous serez d'accord avec moi, c'est que كيما يقولوا كيفاش نشمخوه. فوالا كيفاش نشمخوه. يقعد باليد ما تخافيش منه. في جميع ما حش يخدعك، باليد ما حش يخدعك. فوالا. كيما تخدميه يجيك، هو تاع الماشينه هو اللي لازم تكوني بروفيسيونيل باش تقدري تخدمي هذاك الطعام. سينو وحده ما تعرفش ما تقدرش تخدم به. En même temps même aussi كيفاش نشمخوه كيفاش نفوروه il y a aussi le grain donc ما لازمش يكون يابس. Voilà. C'est la qualité du grain. La qualité du grain. La qualité voilà لازم يكون مقطن شباب. هذه هي فوالا مقطن هذيك الكلمه اللي كنا نحوس عليها. C'est très très important parce que il a déjà شويه ما يكون اللحم شباب ما تكون اذا كانت الطعام ماشي شباب ما كان والو. Et la base du couscous c'est la graine. Très bien. Doit être une graine perfecte. Voilà. Et comme vous avez pu le découvrir, donc il y a énormément de couscous, de différents, donc بالشعير, بالبلوط, beaucoup à base des plantes sèches, aromatisées. aromatisées, oui. هادو سي سحاب مدية. سحاب المدية. Voilà. même سحاب الصحراء. عندهم طعم بزاف شباب. دونك يفتلوه بالزعتر. بالزعتر روماران وري. Voilà. Origan aussi. Donc dans certaines régions بالنعناع نديروه بالنعناع. D'accord. باش يجي la couleur. Oui, hier j'ai vu un couscous à la menthe, oui. C'est excellente. Excellente. Racontez-nous un petit peu. Je suis sûre que c'est de la poésie. Mais pour la première fois, j'étais surpris. Couscous à base de la menthe. J'ai demandé à la femme comment ça se passe. Elle m'a dit, elle a séché les plantes, après elle a fabriqué comme des semoules, et après elle a préparé, mais le résultat c'est étonnant. La délicatesse, elle est très douce, avec une sauce très légère, et seulement avec un peu d'ingrédients, seulement des petits légumes. D'accord, pas et un petit morceau de poulet, un blanc de poulet. Voilà, blanc poulet. Mais le résultat est fatal. Ah, d'accord, j'aime bien le mot fatal. Oui, alors là, j'étais surpris, hein. Mais c'est une très belle expérience hier. J'imagine. C'est toute une histoire en fait. C'est vrai que le couscous raconte toute une histoire qui m'a voilà مجدودنا و généralement ça a toujours été كما يقولوا احنا عندنا نقولوا العجايز هما اللي يطيبوه بنتها وحدها السر تاعهم في يديهم. النية هي النية c'est exactement. احنا نقولوا البنة في اليدين mais en fait c'est le cœur. C'est notre marque. C'est une tradition. C'est une tradition. Oui, tradition, c'est notre marque. C'est un logo culinaire pour notre pays, que ce soit en Tunisie, en Algérie, au Maroc, ou n'importe quelle région, du sud, du ouest, de l'est, du nord, oui. Aussi en Tunisie, on a du couscous aussi, la même qualité. Mais exemple, en nord, on préfère le couscous avec des fruits de mer. Dans le Sahara, on préfère le couscous avec des chèvres ou des gazelles. À l'est ou l'ouest, avec des poulets ou à l'agneau ou du bœuf. احنا عندنا في جيجل. جيجل طعم بالحوت. طعم بالحوت. دلس وسي يديروه وسي. دلس وسي طعم تاعهم بزاف بنين. تاع تونس طعم تاعهم خشين. حنايا Non, en Tunisie, on préfère les couscous rouges, à base de la sauce rouge. Oui, mais en Algérie, vous êtes très connu avec la sauce blanche, la sauce pâle. Il y a العصيمة.
العاصمة oui le centre donc Alger non la sauce rouge la sauce في rouge الغرب la sauce rouge même aussi donc du côté de Bjaya Tizi Ouzou Oui, aussi la sauce donc les rouge, les la choses sauce sont tous rouge. Nous sommes près de notre frontière, c'est pour cette raison. Oui. c'est pour ça donc قولي donc comment ça s'est passé mais les concurrentes les كانوا معاك qu'est-ce qu'ils ont fait هما comme couscous donc انت كامل كل واحد وجد الكسكس اللي راه في بالو حنا كسكس واحد وكل واحد اخترع دوك راه ندخلوا فيه اللمسه شويه جديده d'accord Donc, avec des touches modernes, couscous traditionnel avec des touches modernes. Hier, c'était pour la présentation du couscous et des différents couscous. Mais la vraie compétition commence aujourd'hui. d'accord Oui, très bien hier, c'était juste pour la présentation et pour promouvoir le culinaire algérien et le patrimoine du couscous. On a vu des différents couscous avec des touches modernes. Exemple avec des fleurs, quelque chose comestible, des œufs d'œufs de caille. Automatiquement, je ne connais pas avec l'œuf de caille, c'est moderne. C'est pas, on ne fait pas d'œuf de caille avec du couscous. C'est moderne. Avec des bonbons, avec des chocolats ou des raisins, c'est oui. Il y a une région où on fait en fait, nous on appelle ça Msfouf, ou ça s'appelle aussi Amqfoul, donc dans une région précise, donc du côté de la Kabylie, du côté de Bjaya. Et en fait c'est quoi? C'est un couscous qui est 100% bio, donc enfin plutôt 100% on va dire vegan, étant donné qu'il n'y a pas de viande. Donc à l'intérieur du couscous on met l'acré, donc qui est fait dans la région, hein, donc ce piment doux. Déjà il est coloré à la base, il est rouge. On rajoute des oignons, des haricots. Et on le présente avec des œufs bouillis, voilà, avec beaucoup d'huile d'olive. Amqfoul, je sais que c'est dans la région. Voilà. Et aussi un couscous aux haricots. Oui, aux haricots, aux haricots, oui, ça se fait. Aux haricots, mais de première vue, c'est comme un trompe-l'œil, j'ai vu. أفورو باللوبيا بالباشطو. أفورو هذا كما كتقولي لا يديروا العكري. J'ai dit c'est un couscous mexicain à base des haricots. Oui, c'est vrai, hein? Parce que oui. Après, je demandais, c'est une tradition algérienne. Ils m'ont expliqué, mais... C'est kabyle. Oui, c'est très... Oui, oui, exact. عندهم طعم بزاف بنين القبايل. C'est vrai qu'il طعمهم بزاف il est bon. Et en plus, vous savez, ce qui se passe, c'est qu'en fait, il change d'après les saisons. Le couscous n'est jamais le même. Saisonnier, couscous on fait avec les produits disponibles du terroir. Exemple, il y a la saison des carottes, des navets, on expose, on exploite, on fait du couscous avec des carottes, des navets. Après, il y a des tomates, des piments, autre chose. Chaque saison avait son spécial couscous. Kabouya, kabouya. Très bien. Très très bon. Nous avons aussi donc du couscous avec zbib, donc avec les raisins secs. Des fruits secs, des raisins secs, mais avec des dattes. Et il m'a dit c'est sefa, oui, sefa. Des Swefa, de la région des Swefa, oui. Oui, c'est un couscous sucré. À base de sucre, du beurre fondu, des dattes, des raisins secs, des fruits secs. Oui. Oui, des pois chiches secs. Oui, j'ai vu. Non, pas Fessefa. Non, pas Fessefa. Dans les restes, c'est sucré. Ceux qui sont arrosés de sauce. Oui, des pois chiches secs. Ah, secs. Oui, secs. d'accord. Oui, des pois chiches secs. Ah, je connais. Il y a des amandes aussi, j'ai vu, il y a des amandes, oui. Raisins secs, des noix. D'accord, oui. Des cajots. Oui. Voilà. Pour le décor. Pour revenir aussi donc au couscous des régions de Djidjel, donc il est fait avec du mérou. Donc la spécialité c'est le mérou. Donc j'imagine que ça doit avoir une saveur assez. C'est la reine des mers, le mérou. Hein, oui. Enfin, hein. Avec un couscous à la hauteur. Exactement. Donc le roi dans l'assiette est garni du mérou. Donc le roi de la Méditerranée. Le couscous royal. Couscous royal, fait كلش ماناش في contre, انا شوي traditionnel, beaucoup plus. Non, le couscous royal se compose de la viande de l'agneau, des merguez, des œufs et quelques crevettes. Oui. C'est ça le couscous royal. Mais qu'est-ce qu'elle a dit la reine du couscous, c'est le miro blanc, surtout le miro blanc. Le miro blanc, ouais. Elle a la chair ferme, douce. C'est le haut de gamme. Hein. Ah oui. Quand on parle de nourriture et quand on parle de couscous, c'est toute une philosophie, c'est tout. Oui, c'est l'art culinaire. C'est un art culinaire. C'est un art, tout à fait, c'est un art. Effectivement. Effectivement, moi j'étais étonné. Hein.
Je connais Chara parce que Chara, il est connu. Artiste. Non, elle est artiste, je la connais bien, cette artiste. Elle s'intéresse au domaine culturel, mais lorsqu'elle m'a téléphoné, allô, j'étais surpris. Tu t'intéresses aussi au domaine culinaire? Oui, mais vraiment, elle est une très brave femme. On est ravis que vous soyez bien accueillis, que vous soyez, on va dire, dans votre élément et Merci. en même temps donc la cuisine qui est votre passion. Ah oui. Voilà, je vous souhaite une bonne continuation. Merci madame, vous Voilà. êtes très gentille. Et Aïchek. Bonne journée et à bientôt. Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous et surtout bon courage. Inch'Allah, vous aurez et Aïchek. Inch'Allah, avec grand plaisir. Merci. Donc on continue tout de suite. Je vous propose de suivre un sujet sur la numérisation des hôpitaux. La numérisation des hôpitaux est une nécessité impérieuse. C'est le cas de l'établissement hospitalier d'El Barwaguia, où la numérisation a non seulement facilité le travail des soignants, mais a également amélioré la prise en charge des patients. Le temps d'attente pour les patients a été considérablement réduit. Les cas d'urgence, comme les IDM, sont efficacement pris en charge grâce à la mise en place d'un système de tri. La numérisation du secteur de la santé, en particulier les hôpitaux, a allégé la pression sur le corps médical et a permis une meilleure prise en charge des patients. L'adoption de la gestion électronique des dossiers médicaux offre aux équipes médicales de différentes spécialités la possibilité d'établir des diagnostics de manière plus rapide et efficace. Désormais, nous n'avons qu'à demander le bilan des patients au laboratoire et nous le trouvons dans son dossier médical électronique. Cela nous permet d'être mieux organisés et de mieux traiter nos patients. C'est une très bonne chose. Grâce à cette numérisation, le temps d'attente a été considérablement réduit. Chacun a son ticket et passe une fois son tour arrivé. La numérisation a été introduite au premier semestre de l'année 2023. Elle concerne tout d'abord le traitement des dossiers médicaux dans le service des urgences chirurgicales. Au cours du second semestre de la même année, nous avons lancé la mise en place de ce système dans l'ensemble des établissements hospitaliers, atteignant un taux de 95%. La numérisation du système de santé est une étape fondamentale dans l'amélioration des services médicaux au sein des établissements de santé publics. Voilà, et on reste toujours dans le domaine de la santé. Le mois d'octobre, octobre rose, donc tout ce qui concerne dépistage, suivi et surtout sensibilisation. Et pour nous en parler ce matin, Wided Agabi, bonjour. Bonjour à tous nos chers téléspectateurs. Bienvenue Merci. Dans notre matinale. Donc déjà plusieurs jours, on va dire déjà presque 2 semaines, qu'on essaye de revenir sur Octobre Rose, donc l'importance du dépistage. Tout à fait, donc Octobre Rose, le mois dédié à la sensibilisation pour tous les cancers féminins, spécialement le cancer du sein. Donc c'est une occasion pour parler, pour sensibiliser justement par rapport au dépistage face à cette maladie, donc pour lutter contre le cancer du sein. Voilà. Donc Wided Agabi, vous êtes, on va dire que vous êtes en permanence donc dans le domaine. Comment ça se fait, comment se font toute la sensibilisation en général, les prises en charge et surtout donc de dépistage, essayer donc d'initier et de donner cette habitude pour le dépistage. Tout à fait, justement. Donc, déjà, le cancer du sein, c'est le cancer le plus fréquent chez la femme. Donc, malheureusement, voilà, et ça touche une femme sur 8 au cours de leur vie. Cependant, on peut, si on le détecte précocement, c'est-à-dire à un temps plus tôt, donc on peut donner des traitements qui sont moins lourds, qui sont moins agressifs, et on augmentera le taux de guérison jusqu'à 95%. Donc on sait tous que le dépistage, il joue un rôle essentiel dans justement dans la découverte ou le diagnostic précoce de cette maladie.
Donc, il s'agit de se faire dépister à partir de l'âge de 50 ans par une mammographie. Donc, c'est une radio que la femme elle va aller pratiquer en radiologie et ça se fait chaque 2 ans. Voilà. Est-ce que le suivi on va dire, chez son médecin traitant, est-ce que les médecins traitants jouent ce rôle de... Oui, justement. Donc déjà, actuellement, on arrive à stratifier le risque chez les femmes. On a des femmes qui sont à très haut risque, des femmes qui sont à haut risque et des femmes qui ont un risque moyen. Donc déjà, à partir d'un âge précoce, déjà à partir de l'âge de 25 ans, on commence à stratifier le risque chez la femme. Donc des femmes qui ont par exemple des antécédents familiaux de cancer du sein chez une parente par exemple du 1er degré. Là, c'est des femmes qui ont plus de risques, qui sont à haut risque de développer un cancer du sein. Et c'est là, le dépistage, il vient, c'est-à-dire d'une manière plus précoce, avant l'âge de 50 ans même. Le médecin va déjà à chaque consultation, il va examiner la patiente, la sensibiliser par rapport à la mammographie et parfois même on demande d'autres examens, notamment l'échographie chez certaines femmes, donc et même l'imagerie. Donc tout ça va se faire par le médecin traitant, médecin de famille ou même médecin gynécologue. Voilà. Donc c'est très important donc, déjà de se faire suivre chez son gynécologue, que nous soyons mariés ou que ce soit jeune fille. Donc c'est très très important. Et lui aussi, il a son rôle à jouer. Donc essayer on va dire comme ça, d'avoir le maximum d'éléments posés. Donc surtout ces questions, est-ce que vous avez des cancers Exactement. Des cancers en général, hein, pas obligatoirement du sein, dans la famille? Tout à fait. Et déjà, ce qu'on recommande chez toutes les femmes à partir de l'âge de 25 ans, déjà de s'auto-examiner à chaque fois après les menstruations. Toute femme doit s'auto-examiner face à un miroir, donc avec le torse nu, le bras sur la tête. Elle doit observer ses seins et examiner, autopalper ses seins à la recherche de signes qui sont, donc on peut les citer déjà. D'abord un changement dans la couleur par exemple de la peau du sein, de l'aspect de cette peau, par exemple un aspect de peau d'orange qui est localisé, un changement dans l'aspect du mamelon, une augmentation du volume d'un sein par exemple, et un écoulement mamelonnaire. Tous ces signes peuvent orienter vers un cancer du sein, mais ça ne veut pas dire forcément qu'il s'agit d'un cancer du sein. Donc il ne faut pas s'alarmer dès le départ. Tout à fait. Il faut juste, par contre, si on a un de ces signes, aller consulter. Donc, j'ai oublié de vous dire, à la palpation, il faut chercher une masse ou un nodule sous la peau. Il ne faut pas oublier de palper l'aisselle. Donc, c'est très, très important. Voilà, à la recherche de ganglions, de petites masses qu'on trouve sous l'aisselle. C'est important aussi, mais ça ne veut pas dire toujours qu'il s'agit d'un cancer du sein. Donc, il faut consulter quand on a ces signes, que ce soit femme jeune ou âgée. Voilà. Donc le rôle des associations est très très important. On a eu l'occasion de recevoir beaucoup d'associations qui militent, qui travaillent pendant toute l'année, en fait, pas uniquement pendant le mois d'octobre. D'ailleurs, on les remercie beaucoup parce qu'ils jouent un rôle essentiel dans ils sont tout le temps mobilisés pour sensibiliser. On les trouve d'ailleurs au cours du mois d'octobre partout, dans les hôpitaux, dehors, donc avec des flyers, essayer de sensibiliser. Ils organisent même des événements, donc c'est franchement, je les félicite par rapport à ça. Et on ne cesse pas de le dire. Déjà, le dépistage, c'est pas uniquement au mois d'octobre, c'est toute l'année. Donc, il ne faut pas hésiter à se faire dépister. On n'a pas beaucoup de cancers qu'on peut dépister, donc il faut en profiter. Et puis, c'est le cancer malheureusement numéro 1 chez la femme et c'est le plus agressif chez la femme. Donc pourquoi rater cette occasion de se faire dépister? Voilà. Effectivement. Donc comment ça se passe pour vous pour le mois d'octobre? Est-ce qu'on va dire que entre guillemets vous redoublez d'efforts pour informer? Tout à fait, donc on informe toutes nos patientes, déjà à l'hôpital, donc toutes les patientes, on essaye de leur rappeler par rapport au dépistage, on les examine, on leur montre la façon de faire l'autopalpation et actuellement avec les réseaux sociaux, donc on n'hésite pas à faire des vidéos, à sensibiliser les personnes, comme ça on essaye de cibler tout le monde, donc ne pas oublier aucune personne et surtout, c'est-à-dire
dire que par rapport à la mammographie, beaucoup de femmes font une seule mammographie et elles arrêtent. Donc on essaie de leur dire c'est chaque 2 ans, c'est important. En fait, c'est ça, on va dire la moyenne, c'est chaque 2 ans. Donc chaque 2 Et ans. pour n'importe quel âge, que ce soit 25 ou à partir de 50 ans? Non, à partir de 50 ans, une mammographie chaque 2 ans. Avant l'âge de 50 ans, je vous ai dit qu'en fonction du risque, là c'est le médecin qui va stratifier le risque. S'il y a des antécédents familiaux d'un cancer du sein ou même la personne elle a fait déjà un cancer du sein, donc le dépistage va se faire plus précocement, même vers l'âge de 30 ans, et on demande des examens bien précis. Pas uniquement parfois la mammographie, on peut associer même l'échographie mammaire. D'accord. Voilà. Donc en parlant de dépistage, il y a eu certaines idées reçues comme ça qui étaient, on va dire, qui étaient là, que par exemple une femme qui a allaité, une femme qui a eu des enfants avait moins de risques. Est-ce que c'est vrai ou ce n'est pas réellement Alors prouvé? déjà, pour avoir un cancer du sein, il y a plusieurs facteurs de risque. Donc, il y a les facteurs de risque personnels, familiaux et environnementaux. C'est vrai que quand une femme elle allaite et elle a un nombre plus important d'enfants, elle a eu plus d'enfants par rapport à d'autres femmes, on dit qu'elle a moins de risques. Mais ça ne veut pas dire qu'elle va pas, c'est-à-dire elle n'a pas ce risque-là. Donc, c'est pas vraiment tout à fait prouvé. Donc on dit c'est moins de risques, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas. Donc toujours il faut se faire dépister. Je vous ai dit il y a plusieurs facteurs, donc il faut qu'il y ait plusieurs facteurs pour que ce cancer il sera là, voilà. D'accord. Il y a aussi moins de tabous. On en parle beaucoup plus, on va dire, plus ouvertement, beaucoup plus simplement de nos jours, et même aussi dans les familles algériennes. On va dire que c'est devenu, cette prise de conscience est là. Justement, heureusement d'ailleurs, c'est grâce aux médias et que grâce à tous les médecins, associations, vous déjà, tout ce que vous êtes en train de faire pour sensibiliser, pour informer. Donc déjà aujourd'hui, vous l'avez déjà dit, donc il y a moins de tabous. Les femmes, elles essayent de parler de ça au sein de la famille. Donc, et puis elles sont plus conscientes, plus. D'ailleurs, même il y a des femmes qui ont l'initiative d'aller demander, même à un âge jeune, est-ce que je peux faire une mammographie? Donc on essaie de leur expliquer, de stratifier le risque et voilà, de les orienter. Et justement, parlons toujours des associations et du travail colossal qu'ils font. On a parlé de la reconstruction mammaire, c'est aussi très très important. Il faut prendre aussi le côté psychologique de la personne. Tout à fait. Donc le cancer du sein, c'est vrai que sur l'état physique de la patiente, va laisser des séquelles, mais aussi sur le plan psychologique. Quand même, c'est une femme, c'est le corps d'une femme, donc c'est-à-dire elle doit s'accepter et tout. Donc il y a plus d'efforts qui sont fournis de ce côté-là. D'ailleurs, même pour l'intervention chirurgicale, il y a des médecins qui essayent d'être le plus esthétique possible quand c'est c'est-à-dire une intervention où on enlève juste la tumeur. C'est pas, on n'enlève pas totalement. Pas l'ablation tout totale. à fait. Donc, et après, si cette femme elle a subi cette ablation de sein, donc on peut l'orienter vers la reconstruction mammaire. Et franchement, ça a changé la vie de ces patientes. La chirurgie esthétique, vraiment, ça a été ça, on va dire, la première idée de la chirurgie esthétique. C'était reconstruire, essayer de redonner, on va dire, cette confiance en soi. Et donc maintenant, c'est possible de le faire. On va dire que c'est beaucoup plus simple. Exactement. Donc, comme ça, déjà, un cancer, ça laisse, je vous ai dit, des séquelles sur le plan psychologique. Donc, parmi les prises en charge sur le plan psychologique, c'est ce volet esthétique qu'on va se focaliser là-dessus. Donc voilà, on oriente les femmes et voilà. Donc heureusement qu'on a cette solution actuellement. Oui, effectivement. Donc une solution très, très intéressante, vraiment pratique. Vous faites aussi de la sensibilisation à votre niveau, donc peut-être sur les réseaux sociaux? Oui, tout à fait. Donc déjà sur ma page Instagram et Facebook, j'essaye de faire des vidéos pour sensibiliser le maximum de personnes et de femmes. J'essaye de les inciter à se faire dépister. Je leur montre aussi quels sont les
les signes à rechercher, à quel moment il faut faire l'autopalpation. Donc tout ça, on essaie de le dire plusieurs fois, comme ça on va atteindre plus de personnes. Est-ce que peut-être que c'est plus simple aussi d'essayer, on va dire, de poser des questions comme ça à titre anonyme quand vous, par exemple, vous êtes, comme vous dites, sur votre page Instagram, vous avez des questions qui reviennent assez souvent? Tout à fait. Donc je reçois des questions de patientes qui me disent, par exemple, ma maman, elle a eu un cancer du sein, à quel moment je dois aller consulter, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Il y a aussi même des femmes qui ont le cancer du sein qui demandent quelles sont les étapes, parce que parfois, c'est-à-dire elles ne savent pas c'est quoi les étapes à suivre. Donc, donc le diagnostic il est là, mais le futur on ne le voit pas, donc c'est flou, donc j'essaie de leur expliquer. Donc vous donnez toutes ces informations? Oui. Donc je les donne en story ou en message privé, même quand une personne elle me pose la question directement, donc je lui réponds sans problème. Ah, très bien. Donc est-ce qu'on peut dire qu'il y a une hygiène de vie? Est-ce qu'il y a des choses à bannir qui sont très importantes à suivre? Oui, tout à fait. Donc déjà actuellement on parle de dépistage et prévention. Donc ce sont deux choses qui sont complémentaires. Actuellement on parle beaucoup plus d'hygiène de vie, comme vous l'avez dit. C'est toute activité sportive. Déjà, faire une activité sportive de 30 minutes, ça diminue le risque d'avoir un cancer de 20 à 30%. Quand même, c'est un pourcentage assez conséquent. 30 minutes par jour? 30 minutes par jour, c'est suffisant. Voilà. Donc, et puis, on a l'alimentation qui est incriminée. Donc, plus on va prendre une alimentation, on va consommer une alimentation riche en fruits, en légumes, en calcium par exemple, plus on a moins de risques. Voilà. Donc, une hygiène de vie healthy. Donc, surtout activité sportive et une bonne alimentation. Une bonne alimentation, c'est-à-dire essayer d'éviter tous ces produits transformés, tout ce qui est, on va dire, conserve, déjà préparé, sauce et tout ce qui s'ensuit. Donc, de toute façon, ce n'est pas juste uniquement pour, on va dire, pour des personnes à risque mais c'est vraiment pour tout le monde, c'est pour monsieur tout le monde, pour déjà avoir une bonne santé et essayer, comme on dit déjà, au départ de minimiser les choses. Exactement, vous l'avez dit, c'est pour tout le monde. Déjà par rapport au cancer du sein, il faut dire que ça peut atteindre les hommes. Donc on a 1% des hommes qui peuvent avoir un cancer du sein. Donc tout le monde est concerné. Une hygiène de vie, c'est pour tout le monde. Ça protège contre plusieurs maladies cardiovasculaires, les cancers, donc toutes sortes de maladies. Donc il vaut mieux avoir un mode de vie qui est healthy. Oui, effectivement. Voilà. Donc, activité sportive, vous avez dit une trentaine de minutes par jour, si c'est possible. Exactement. Donc, une alimentation saine, éviter tout ce qui est sucre aussi. Oui, le tabac, la consommation donc, de tout aliment à base de, par exemple, les graisses hydrogénées, donc les conserves. En fait, on va revenir vers un mode de vie à l'ancienne. Donc, quand c'était vraiment des produits qui sont, c'est-à-dire qui sont fruits, légumes, c'est-à-dire des produits simples. Voilà. Exactement. Donc, aller dans la simplicité, il n'y a pas mieux. De toute façon, on va dire, c'est un gage de bonne santé, plus de l'activité physique. Exactement. Voilà. Très bien. Videta Gabi, merci beaucoup. Merci à vous. Pour toutes ces précisions. On n'en parle pas assez. Puis c'est ce que nous essayons donc de faire dans notre émission. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Videta Gabi. Au revoir pour l'invitation. Voilà, on continue notre émission. On continue. Je vous propose de suivre une chanson et on revient juste après. والشتا رواني
والصيف لما أتى ولع من نيراني بيضل عمر فدا نادر للحرية بيضل عمر فدا نادر للحرية يما مويل الهوى يما مويلية ضرب الخناجر ولا حكم النادي الفيا يما مويل الهوى يما مويلية ضرب الخناجر ولا حكم النادي الفيا مشيت تحت الشتاء والشتاء رواني والصيف لما أتى ولع من نيراني بيضل عمر الفتى نادر للحرية بيضل عمر فدا نادر للحرية يما مويل الهوى يما مويلية ضرب الخناجر ولا حكم النادي الفيا يما مويل الهوى يما مويلية ضرب الخناجر ولا حكم النادي الفيا يما مويل الهوى يما مويلية ضرب الخناجر ولا حكم النادي الفيا. C'était une chanson de Mohamed Yassine Yahyaoui et nous restons toujours dans cette thématique. Nous allons parler donc de la Palestine, mais à travers une BD avec Shafiq Rouag. Bonjour. Bonjour Shafiq Rouag, comment allez-vous? Ça va. Alhamdoulilah. Et Aïchak. Donc soyez bienvenus ce matin Merci, parmi nous. merci Donc vous êtes BDiste. BDiste, illustrateur, concepteur. Voilà, très bien. Donc on va parler d'une BD qui est parue en 2015. Oui. Alors, donc, je vais tout de suite la présenter à nos téléspectateurs. Ça s'appelle Frélestine. Donc, on va parler donc de cette BD, comment vous est venue l'idée, et surtout que c'est une, on va dire une BD collective. Oui, c'est une œuvre collective. Voilà. C'est le travail d'un collectif Frélestine, même nom que l'album. C'est un projet qui a été initié par Samir Touji, alias Togi. Suite aux plusieurs massacres perpétrés par l'entité sioniste. Donc à chaque fois, on faisait rien, on faisait des petits dessins timidement, chacun dans son coin. Samir, il a eu la merveilleuse initiative de nous réunir tous et de faire ce Donc il vous a contacté, il vous a dit, est-ce que vous voulez qu'on fasse tous ensemble On essayait de faire un truc pour faire bouger les choses, parce qu'on a remarqué même au sein de la jeunesse algérienne, parfois certains qui disent que ouais, la cause palestinienne, c'est juste un conflit, alors que c'est pas un conflit, c'est une invasion. C'est une invasion, ce sont des génocides qui sont presque commis, on va dire, au quotidien. Donc on a essayé de sensibiliser un peu ça. De chaque artiste, on est 8, chaque artiste, il a essayé de donner une vision. Il y a un 9e artiste qui est calligraphe, il l'a fait pour la couverture. Même lui, il a apporté sa petite touche. Sa touche. Donc, chacun de nous a essayé de raconter une histoire d'après sa vision de perception des choses. Et on a essayé de faire cet album. C'est une auto-édition. D'accord, on va parler, c'est très très important de ce volet-là. Donc c'est une auto-édition et on va dire que tout l'argent que vous allez récolter doit être, on va dire, aller pour la cause palestinienne. Oui, exactement. On a édité 1000 albums, on a vendu pratiquement 900. Donc le reste on attend juste d'écouler tous les albums restants pour pouvoir donner tout ça. On cherche encore des associations, des trucs. C'est un peu difficile pour pouvoir
transmettre Donc l'argent. une auto-édition, vous avez eu un mécène donc, qui a participé. Oui, il y a eu un mécène qui a participé pour l'édition. Et il y a eu aussi certains éditeurs, par exemple les éditions Belzer, il y avait Romaïda récemment. Ils nous ont permis de pouvoir vendre l'album dans leur stand, par exemple aussi là au FIBDA. Donc eux aussi, leur aide elle était précieuse. Comment s'est passée cette collaboration? Donc, vous étiez tous des Algériens ou au sein du groupe il y Justement, avait, au sein du groupe, il y a deux artistes qui sont palestiniens. C'est Souma Salam avec son père Zaki. Donc son père, il a écrit l'histoire, il lui a raconté ses souvenirs et sa fille, elle a dessiné l'histoire. D'accord. Donc il y a une histoire qui a été faite par des Palestiniens. Qui étaient réfugiés ici en Algérie. Là, je ne sais plus où ils sont, mais ils étaient là en Algérie à l'époque. Donc, et entre vous, comment ça s'est passé? Chacun a travaillé de son côté? Oui, chacun de son côté, par Internet et téléphone parfois, et on échangeait nos idées, on s'envoyait les croquis aussi pour pouvoir voir comment faire évoluer les choses. Et puis voilà, c'était très rapide. On avait fait ça rapidement. Une histoire qui raconte la cause palestinienne, donc leur douleur. Voilà. D'accord. Donc vous avez opté pour une BD muette. Une BD muette. Quelle est la différence donc, entre une BD muette et une BD La différence, c'est le langage. La BD en soi, c'est un langage. Mais une BD qui est écrite en français, en arabe ou en anglais, ça s'adresse à des niches. Une BD muette, ça s'adresse à tout le monde. C'est pour toucher un public beaucoup plus large. Que ça soit lettré ou non. Voilà, c'est vraiment un langage universel. Voilà, il fallait, parce que c'est une cause qui touche tout le monde. Très bien. Donc, vous pouvez un petit peu nous raconter votre histoire à vous, donc celle que vous avez mise en image. Donc, concernant mon histoire, c'est le titre déjà, c'est le deal. Donc, il y a des personnes qui sont réunies autour d'une table. Et ils doivent partager le monde. Sauf qu'à la fin, c'est la Palestine qui est partagée aussi. C'est le cœur du... Et si on remonte dans l'histoire, c'est ça. C'est exactement ce qui s'est passé. C'est toujours ça. Il y a eu, depuis la Palestine, on voit que tout a changé. Tout est lié à la Palestine. À chaque fois, je constate ça en tant que simple observateur. Donc à chaque fois, je constatais ça, donc j'ai essayé de mettre ça dans mon histoire. Dans votre histoire. Donc vous, en général, donc vous vous intéressez toujours à des causes nobles? Oui, c'est une cause que depuis que j'étais petit, je m'intéresse à elle. Même la cause du Polisario. C'est les deux seules colonies qui existent actuellement. Donc normalement, ça ne devrait pas exister. Oui, donc il faut les aider, il faut lutter. En tant qu'Algérien, on a ça dans le sang. Donc, effectivement, oui. Nous avons nous-mêmes souffert pendant des décennies. Et, c'est pour cela que nous soutenons corps et âme donc, la cause palestinienne. Vous avez participé au FIBDA cette année? Non, malheureusement, non. Non, pas cette année? Je n'ai pas eu le temps pour finir mon projet. Peut-être l'année prochaine. Donc vous avez un projet en cours? On va dévoiler juste un peu. On ne va pas tout dire. C'est quoi exactement? Pour l'instant, c'est un secret. Ah, c'est secret? Oui, d'accord. Ça sera une surprise. Très bien, très très bien. Dites-moi, est-ce que vous travaillez encore comme ça en collectif ou ça a été la seule fois? Il y a eu une tentative, mais après, chacun il a un travail, il a ses raisons, donc on n'a pas pu continuer. Mais on pense à refaire l'expérience. On pense vraiment refaire l'expérience avec d'autres artistes aussi. On va voir comment ça va aboutir. Alors moi, ce que je vous propose, c'est de rester encore avec moi. Je vous propose de suivre donc une chanson de Ziad Abdallah. On apprécie et on revient juste après. شدوا بعضكم يا أهل فلسطين شدوا بعضكم ما ودعتكم
ودعتكم رحلة فلسطين ما ودعتكم عوارك صيني لاشتف بالحبر عوارك صيني يا فلسطيني علي جرالش يا فلسطيني شدوا بعضكم يا أهل فلسطين شدوا بعضكم ما ودعتكم رحلة فلسطين ما ودعتكم عوارك صيني لاشتف بالحبر عوارك صيني يا فلسطيني علي جرالش يا فلسطيني والنذر مني نذر علي والنذر مني لارقص واغني بأرضش فلسطين لارقص واغني والنذر شفته نذر علي والنذر شفته ترابج ما عفتو يا فلسطيني ترابج ما عفتو والنذر مني نذر علي والنذر مني لارقص واغني برضش فلسطين لارقص واغني والنذر شفته نذر علي والنذر شفته ترابش ما عفتو يا فلسطيني ترابش ما عفتو شدوا بعض شدوا Voilà, j'espère. Je vais vous présenter d'abord. Non, avant, je préfère qu'on me présente en tant que je suis le chef du syndicat des médecins palestiniens en Algérie. Regardez, vous allez vous présenter vous, puisque nous sommes. Non, je ne me présente jamais. Il n'y a pas de souci. Mais je suis attaché médical ou à la militaire. Voilà. Donc, on continue. Monsieur Ali Chekchek, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Je vous en prie, je vous remercie pour. Donc, nous parlions à l'instant de la cause palestinienne. Donc, vous êtes attaché médical. Voilà, donc à l'ambassade. Chef de syndicat des médecins palestiniens en Algérie plutôt. Très bien. Marhaba bik. Merci d'être là ce matin avec nous. Merci beaucoup. Donc nous allons revenir sur les événements tragiques qu'a subi la Palestine ces derniers jours. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur... Rien du tout. Le peuple palestinien est en train de parler et quand il parle, nous nous taisons. Donc qu'est-ce que je peux dire? Toutes les chaînes télévisées, les radios, journaux, sites électroniques sont occupés de cet événement. Donc, qu'est-ce que j'ai à ajouter? Chaque moment, le peuple et ce qui se passe en Palestine parle. On dit la scène est parlante. Tout à fait. Tout à fait. Donc, le peuple palestinien est solidaire et tout résiste, insiste à avoir sa liberté et ses droits. C'est tout. Point final. Rien peut arrêter le peuple palestinien. Même la mort, même la destruction. Je ne sais pas. Nous sommes de tout cœur avec vous. On ne peut pas prescrire ce qui se passe maintenant à Gaza. C'est incroyable devant les yeux de tout le monde, devant les chaînes en direct. Le peuple palestinien est massacré sans que
aucun de ces pays qui prétend être défendeur de droits de l'homme se taise, ne parle rien. Encore, il condamne le peuple palestinien et le mouvement de libération palestinien. C'est ça la folie de la monde. Le monde est bouleversé. Justement, c'est un bouleversement, ça. Ce qui vient de se passer, on va dire, remet encore en lumière cette lutte et cette souffrance que vivent les Palestiniens au quotidien. C'est peut-être oublié parce qu'il y a énormément de conflits dans le monde, mais là, il faut que réellement on revienne donc sur ce conflit qui dure depuis des décennies. Depuis plus d'un siècle. La question palestinienne a commencé depuis la déclaration de Belfort, au moins. Mais je dis que c'était avant, très très avant, depuis Napoléon Bonaparte, qui était le premier à réclamer un État juif en Palestine en 1897. Donc la question palestinienne est une question avant tout européenne. C'est l'Europe qui a créé l'idée de sionisme. Et donc on voit les résultats maintenant et encore. On va voir encore l'État sioniste a été créé pour détruire le monde arabe en général. Et je dis tout le monde arabe. Palestine est le début. Et quand il s'installe en Palestine, on va voir ce qui se passera. Donc le peuple palestinien défend la nation en général, la nation arabe, les nations islamiques, tout le monde de notre région. Et Dieu sait que des manifestations dans le monde entier se sont faites, faites au quotidien. Mais ne sont pas suffisantes. Surtout dans le monde arabe. Qu'est-ce qui empêche le peuple de sortir? Pourquoi? La scène ne me plaît pas. En tant que citoyen. Justement en parlant de ça tout à l'heure, donc nous avons le plaisir. Je vous ai pas présenté donc Shafiq Rouek, donc il est bédéiste. On parlait donc de Palestine. Oui, justement, je vous ai présenté donc cette BD. C'est trop, il est intelligent encore. Ce collectif de 8 heureusement que la Palestine en tant que nom encore. Donc, Pour vous dire la solidarité qu'a le peuple algérien avec la Palestine et que, en fait, la Palestine est dans notre cœur. J'ai un commentaire sur le mot solidarité. Je crois que c'est plus que la solidarité. La Palestine est à nous tous. Donc, solidaire à quelqu'un, c'est que tu as ton problème et je suis solidaire avec toi. Non, à mon avis, je dis à mes amis algériens, ils sont nombreux, très nombreux encore, que ne me dites pas que nous sommes solidaires avec vous. C'est votre cause. L'Algérie est ma cause. L'Afrique est ma cause. Ce qui se passe en Afrique, c'est ma cause en tant qu'être humain. Et j'aspire à la liberté, à la dignité de l'être humain et des pays africains, des pays de tiers-monde, des pays arabes. C'est ma cause à moi. Je ne suis pas solidaire. C'est ma guerre, c'est ma question, c'est mes occupations. Ça me concerne. Tout ce qui se passe en Afrique du Sud me concerne. D'Afrique du Sud jusqu'au nord de l'Afrique. Nous sommes tous concernés. Oui, bien sûr, je sais. Mais le vocabulaire, c'est très important. Très important. Et ça laisse impact sur l'inconscience de l'être humain. Quand je suis solidaire, c'est notre cause. La Palestine était toujours la cause de tout le monde arabe. Depuis Salah ad-Din al-Ayyoubi. L'armée qui a libéré la Palestine, c'était de l'Algérie, du Maghreb arabe en général. Donc, ils n'ont pas dit que nous sommes solidaires, c'est notre cause. Point. Effectivement. Alors, effectivement, donc, votre cause est la nôtre. Donc l'Algérie est de tout cœur. C'est comme vous voudriez, hein. Absolument pas, c'est vraiment du fond. Mais c'est naturel. Vous avez vu hier l'Europe, les États-Unis, M. Biden, qu'est-ce qu'il a dit? C'est notre Israël, entre parenthèses, c'est sa cause. Il a envoyé son armée, il a envoyé ses hommes, il leur a donné de l'argent.
il a envoyé je ne sais pas comment ça dire, Hamilat al-Ta'irat, la plus grande dans le monde. Il est prêt à donner, à lui donner tout ce qu'il veut. Il a envoyé de là, c'est sa cause. Pourquoi nous disons que c'est pas... Pourquoi? On a honte de quoi? Pas du tout, on n'est absolument pas... Si, c'est la Palestine, c'est l'Aqsa, c'est Masr al-Nabi, c'est tout cela. Très bien. Peut-être un mot, Rafiq? Je le rejoins. Vraiment, je le rejoins. Je suis d'accord avec lui parce qu'avant tout, on est des frères. Oui. Et c'est pas depuis hier, c'est ancestral. Oui. Bab el-Maghariba Palestine. Bab el-Maghariba, ça nous concerne. C'est un héritage pour nous tous. Même Hayat al-Buraq. Exactement. C'est un waqf algérien. Voilà, c'est... Donc, voilà, nous revenons toujours au slogan. En tout cas, merci d'avoir été parmi nous. Notre slogan depuis toujours, c'est El Jazair ma'a Palestine, Dalima ou Madlouma. C'est sur ce mot que nous finissons notre émission. Merci en tout cas d'avoir été avec nous et Aïchek. Merci aussi d'avoir participé. Et on remercie toutes les personnes, toutes les personnes qui ont participé à la préparation de notre émission. Voilà, donc on se quitte. Hein. Je vous quitte avec donc la Brédé Free Palestine, une pensée pour ce peuple, frères et amis. Voilà, on arrive à la fin de notre émission. Merci de nous avoir suivis et restez toujours sur les programmes de Canal Algérie. Merci, au revoir. يا فلسطيني علي جرالش يا فلسطيني شدوا بعضكم يا أهل فلسطين شدوا بعضكم ما ودعتكم رحلة فلسطين ما ودعتكم عوارك صيني لاشتف بالحبر عوارك صيني يا